Et puis, nous avons abordé toutes les questions, y compris les questions non résolues. Je suis certain que dans l'avenir, nous allons travailler de manière analogique. Dans ce contexte aujourd'hui, nous avons discuté des questions de formation d'une politique, une politique industrielle entre nos deux États. Nous devons travailler à des mesures de protection et de limitation. Nous devons travailler ensemble à ce que nos peuples se comprennent de mieux en mieux. Nous devons aussi travailler dans le domaine logistique. Là aussi, nous avons une activité d'avenir qui exige des investissements sérieux et complémentaires. Nous devons également travailler à la coopération régionale et nous avons évalué son potentiel. La Biélorussie et sa région travaillent de façon pratique avec tous les sujets de la Fédération de Russie, en exportant des produits. Le 27 et 28 juin, à Novopolski et Ubinski-Polski se tiendra un forum régional biélorusse et russe. Chers collègues, vous viendrez à ce forum et je pense que vous y apprendrez beaucoup de choses. Nous avons également touché les questions internationales, les problématiques en matière de sécurité qui ont dans un contexte extrêmement tendu. Ici, nos idées correspondent parfaitement. Nous sommes en faveur d'un monde plus juste et d'un ordre mondial multipolaire. J'ai discuté avec mon collègue, M. Poutine, des questions des relations entre la Russie et la Chine, des partenariats avec Pékin, et nous souhaitons que ceci se développe. Les relations entre la Biélorussie et la Chine, d'année en année, se renforcent. Nous en avons discuté à Astana lors du sommet de l'organisation de Shanghai. Là aussi, je remercie la Russie de cet immense soutien qu'elle nous apporte, que vous nous avez apporté dans le cadre de l'organisation de Shanghai. Je note également que nous devons remercier nos collègues russes pour des discussions fraternelles, des discussions fructueuses et sur le fait que sur tous les sujets, nous avons une compréhension commune et que nous allons approfondir tout cela. Et merci de votre soutien. Je vous remercie. Monsieur le Président Loukachenko, mes chers amis, mesdames, messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier le président de la Biélorussie de son invitation. Je l'ai déjà dit. C'est toujours avec plaisir que je me rends à Minsk et c'est désormais une tradition que d'être accueilli ici. C'est ma première visite après mon élection à la présidence de la Fédération de Russie. Je voudrais souligner qu'il est extrêmement important le fait que la Russie entretienne des liens fraternels avec notre plus proche voisin, notre allié fiable et notre partenaire stratégique. Je suis d'accord avec l'analyse de M. Loukachenko. Aujourd'hui, les discussions d'aujourd'hui ont été très positives avec l'ensemble des ministres et des directeurs de services. Nous avons parlé de l'ensemble des aspects de la coopération entre la Russie et la Biélorussie en matière économique, en matière de sécurité et de coopération universitaire et intellectuelle. Nous avons aujourd'hui 2 dates importantes. C'est le 3 juillet. Nous allons fêter le 80e anniversaire de la libération de la Biélorussie avec l'occupation nazie et nous honorons la mémoire de nos ancêtres qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et la vie des habitants. Et nous allons donc fêter aussi cette année les 5 ans de notre
travail d'intégration dans le cadre de l'Union Russie-Biélorussie. Nous avons un programme de rencontres. Nous avons réussi à unifier la structure législative, à faciliter les aspects administratifs de la coopération économique et financière entre nos deux pays et en matière aussi de politique financière et monétaire. Conformément à la décision du Conseil suprême de l'Union Russie-Biélorussie, nous avons défini les nouvelles perspectives et nous en sommes à l'étape finale de validation des accords que nous allons signer en matière de renforcement de la coopération économique et financière et dans le cadre de notre réaction aux sanctions unilatérales imposées par les pays occidentaux et de la substitution aux importations. Nous notons que d'année en année, le volume de nos échanges ne cesse d'augmenter avec aujourd'hui la Russie représente 66% du bilan extérieur de la Biélorussie. Nous avons aujourd'hui 46 milliards de dollars en échanges commerciaux et avec une augmentation et quasiment la totalité de nos échanges sont réglés en monnaie nationale et donc cela protège nos investissements, les projets que nous lançons de toute influence extérieure. La Russie a investi plus de 5 milliards de dollars en Biélorussie et la Biélorussie a investi aussi dans des entreprises russes dans des secteurs importants comme la production automobile, la production de matériel agricole et l'aviation civile. Nous développons aussi notre coopération en matière agroalimentaire et la Russie et la Biélorussie ont des productions qui se complètent harmonieusement et cela est important notamment pour les orientations prioritaires que nous avons définies et cela permet aussi d'assurer un approvisionnement permanent en continu à la population et un autre domaine important, c'est l'énergie. Notre pays, traditionnellement, fournit du gaz à des conditions tout à fait préférentielles. Et en 2023, nous avons achevé un grand projet très important. Nous avons eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est la centrale nucléaire qui fonctionne aujourd'hui complètement aujourd'hui et qui est capable de produire 30 milliards de kilowattheures. Et nous avons ici la satisfaction des besoins industriels et cela nous permet aussi de continuer à travailler sur la numérisation de différents secteurs, y compris la médecine. Nous travaillons aussi à l'harmonisation de notre logistique commune et en 2023, nous avons transporté 14 millions de tonnes entre nos deux pays et nous allons continuer à augmenter ce trafic entre nos deux pays. Et nous augmentons donc la capacité de transport. Nous procédons à la modernisation des infrastructures logistiques et les échanges culturels et intellectuels entre nos pays se font au niveau des milieux scientifiques. Nous réalisons des projets communs d'éducation patriotique à la jeunesse. Beaucoup de choses sont faites aussi pour réunir les conditions les plus favorables pour les déplacements des citoyens entre nos deux pays et les investissements. Et nous allons supprimer bientôt le roaming pour les télécommunications mobiles entre nos deux pays, c'est-à-dire que ce sera comme un seul réseau national pour les deux pays. Et au cours de nos discussions, nous avons parlé aussi de la mise en place d'un seul espace de défense. Nous avons un groupement de forces constamment déployé en Biélorussie avec des armes nucléaires tactiques qui protègent les frontières de nos pays. Nous avons
discuté aussi avec M. Loukachenko de la tenue d'exercices militaires d'utilisation de l'arme nucléaire tactique, ce qui a été annoncé le 10 mai. Et nous continuons à agir de concert sur l'arène internationale. Nous occupons des positions absolument identiques sur la plupart des problèmes mondiaux et régionaux. Et nous travaillons ensemble sur beaucoup de plateformes internationales de discussion. Dans ce contexte, je voudrais souligner aussi que la Russie a contribué à l'intégration de la Biélorussie au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, et nous partons du principe que dès juillet de cette organisation à Astana, nous réunirons toutes les conditions qui sont maintenant achevées dans leur étape de préparation, et donc la Biélorussie pourra y participer à part entière. Cela renforcera l'autorité même de l'organisation elle-même et assurera de la stabilité sur l'ensemble de l'espace eurasiatique. Je profite aussi de l'occasion pour dire que j'ai exprimé j'ai fait part au président Loukachenko de mes impressions après ma visite d'État en Chine et des échanges que j'ai eus avec le président Xi Jinping. Nous en avons parlé. Puisque je devais parler de cette coopération avec la Biélorussie. Encore une fois, pour conclure, je tiens à remercier le président Loukachenko pour son accueil, et cette visite contribuera à coup sûr au développement des relations d'union entre nos deux pays dans tous les domaines. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Loukachenko, Monsieur Poutine, les journalistes présents dans la salle auront la possibilité de poser 2 questions pour chaque pays. Monsieur Loukachenko, Monsieur Poutine, bonjour. Vous avez évoqué les discussions de sécurité que vous avez eues compte tenu de la situation délicate tendue aujourd'hui, des menaces extérieures, notamment de la part de l'Occident. Est-ce que des mesures concrètes vont être prises justement en matière de sécurité? Quelles sont l'appréciation que vous avez des exercices en cours sur l'usage de l'arme nucléaire tactique? Nous sommes, comme je l'ai déjà dit, nous sommes toujours en contact pour discuter de ça, de ces questions de sécurité de nos deux États. Et comme vient de le dire M. Poutine, nous avons donc un groupement commun qui a pour mission de protéger la frontière de notre État uni. Nous suivons ce qui se passe à nos frontières, où nous voyons depuis l'édification de différentes barrières et quand nous constatons les exercices militaires qui sont menés à nos frontières à hauteur de 90 000 hommes du côté occidental. Je ne sais pas ce que font les Américains, les Allemands et les autres à nos frontières. Et donc, je dirais que la sécurité, c'est le premier point auquel nous accordons une attention. Je dirais même plus, c'est que beaucoup de nos rencontres, vous avez vu que nous nous rencontrons fréquemment, mais je pense que 90% au moins, ce sont des questions de défense. Et c'est aussi le cas de la rencontre d'aujourd'hui où nous avons accordé une grande importance à ces questions parce que, pour l'essentiel, nous parlons de la sécurité, et notamment de la sécurité économique, mais avec M. Poutine, nous sommes très attentifs en ce qui concerne les exercices en cours. Je le dis, c'est que si on parle d'armes automatiques, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pour attaquer, c'est pour se défendre? Non, nous n'avons aucune intention d'agresser quelqu'un. Nous sommes là pour nous défendre. On parle d'une arme pour se défendre. Oui, il y a toujours un danger et donc il faut s'entraîner. Et moi, je l'ai dit, il pourrait y avoir une réponse sur le déploiement des armes sur le territoire de la Biélorussie. Mais je dirais qu'il y a des dizaines d'entraînements de ce type de l'autre côté, mais nous faisons
ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font avant nous et qu'ils continuent à le faire. Et ils entraînent des pilotes étrangers, par exemple, des pilotes allemands, des pilotes américains, forment les pilotes à employer l'arme nucléaire, des bombes, des missiles. Il n'y a rien de particulier ici. On se prépare, on s'entraîne, on doit toujours être prêt pour garantir la sécurité et la stabilité. Mais on ne peut pas laisser une attaque pareille se produire, comme ça a été le cas au milieu du siècle dernier. Donc ils doivent savoir que nous sommes prêts, nous nous préparons, nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous n'avons parlé que de perspectives pacifiques et je suis reconnaissant au président Poutine qui, avec lui, a emmené dans sa délégation différents responsables, notamment en matière de réaction stratégique. Et il s'agit ici de notre avenir, d'un avenir qui n'est pas éloigné. Et donc nous avons parlé de la paix et que la paix soit maintenue, il n'y a rien de particulier. Oui, je n'ai rien à ajouter. En fait, la Russie menait et mène régulièrement des exercices pour les troupes stratégiques, nucléaires, comme pour les troupes conventionnelles. La question du déploiement de troupes stratégiques sur le territoire de la Biélorussie, avec nos alliés biélorusses, c'est quelque chose que nous faisons et la sécurité de la Biélorussie est aussi importante pour nous que celle de la Russie elle-même. C'est un élément essentiel de notre coopération dans ce domaine. En ce qui concerne le respect des normes, des obligations de la Russie dans ce domaine, nous respectons totalement nos obligations en matière d'armement nucléaire. Il n'y a ici rien qui enfreigne, rien d'exceptionnel par rapport à ce que fait le bloc de l'OTAN. Monsieur Loukachenko vient de le dire, l'OTAN mène des exercices de ce type régulièrement, notamment sur les territoires où sont déployées des armes nucléaires américaines avec le personnel qui l'accompagne, avec des appareils capables d'embarquer ces armes-là. Et donc, tout ceci se fait de notre côté, conformément au plan. Nous ne renforçons pas les tensions, mais c'est un domaine délicat dans lequel on ne peut se permettre aucune erreur, aucun manque de coopération. Et donc, c'est justement l'objet de ces exercices. Merci. De la part des journalistes russes, Viesti. Bonjour, Monsieur Poutine, Monsieur Loukachenko. Vous avez dit aujourd'hui un des bilans essentiels dont vous avez discuté aujourd'hui, c'est la stabilité énergétique et tout ce qui va autour. Il y a souvent des informations qui parlent d'un projet de marché énergétique commun. Et les collègues biélorusses ont vu ici des points de convergence et ils ont parlé de cartes sur lesquelles on voit cette avancée. Qu'est-ce qui devrait résulter de ce projet? Est-ce qu'il y a d'autres pays? Quel projet? Ah, le projet énergétique commun. Oui, sur 3 orientations, nous travaillons ensemble ici. Il y a l'électricité, le gaz et le pétrole et l'énergie nucléaire. Sur chacune de ces filières, il y a des décisions qui ont été prises pour travailler ensemble. En ce qui concerne le gaz et le pétrole, il y a des questions d'actualité qui sont pas totalement, qui sont traitées en détail. Tous les problèmes ont été résolus et pour les prochaines années à venir. Et donc, au-delà de cet horizon,
il faudra prendre des décisions qui satisferont les intérêts tant de nos amis biélorusses que de l'économie russe. Donc c'est un travail qui se fait dans le domaine de l'électricité. Nous avons des régimes communs de travail pour qu'il n'y ait pas de problème. En ce qui concerne le nucléaire, je l'ai dit aussi, donc la centrale nucléaire fonctionne et à cet égard, nous avons de nouvelles possibilités de travailler sur des secteurs qui sont mixtes entre nous. Et en ce qui concerne le gaz, je l'ai dit, nous avons des préoccupations qui correspondent au plan que nous nous sommes fixés. Il n'y a pas ici d'écart ou de contradiction. Il y a un travail technique qui se fait au niveau des spécialistes pour trouver des solutions. Mais je pense que le moment venu, quand ce marché commun devra être totalement en place, toutes les composantes seront prises en compte pour prendre des décisions. Merci. De la part de la Biélorussie. Messieurs les présidents, une question sur l'Ukraine. À propos de l'expiration du mandat du président Zelensky, comment voyez-vous la perspective de reprise de négociations de paix avec l'Ukraine? La question, c'est avec qui mener ces discussions? Et même s'il y a une demande de la partie ukrainienne en ce sens, et il y a la question, est-ce que vous voyez aujourd'hui en Ukraine des forces politiques ou militaires qui seraient aptes à avoir une appréciation juste de la situation et être capables de négocier? Question aux deux présidents. Oui, je vais commencer. Allez-y, vous connaissez. En ce qui concerne le processus de négociation, je l'ai dit, je le répète encore une fois, la Russie n'a jamais refusé de discuter. Je dirais même plus, nous avions commencé les discussions ici en Biélorussie. Ensuite, à la demande de l'Ukraine, ces négociations ont été déplacées en Turquie, à Istanbul. Nous avons trouvé un accord. Nous avions un projet d'accord qui était validé par les deux et le directeur des négociations pour la partie ukrainienne avait signé. C'est-à-dire que la partie ukrainienne, dans l'ensemble, était satisfaite de cette solution qui satisfaisait aussi la Russie. Donc il y a des solutions qui avaient été validées. Je le répète encore une fois, à partir du moment où il y a une signature sur un document de la partie ukrainienne, ça signifie que la partie ukrainienne est satisfaite. Pour des raisons qui sont connues, après la venue à Kiev de l'ancien Premier ministre britannique, la partie ukrainienne a jeté à la poubelle ces accords, a cessé de les mettre en œuvre et même a déclaré que les négociations étaient arrêtées. Ce n'est pas nous qui avons arrêté ces négociations, ce sont eux. Et je dirais même plus, ils se sont même interdits à eux-mêmes de poursuivre les négociations. Nous n'avons interdit cela à personne. Au contraire, nous sommes pour les discussions. Après cela, encore une fois, avec l'appui des sponsors occidentaux, un objectif a été fixé, c'est d'obtenir la victoire sur la Russie, sur le terrain. Nous voyons aujourd'hui, il y a de nouveau des discussions sur le fait qu'il faudrait peut-être discuter. Eh bien, qu'ils y reviennent. Encore une fois, revenir aux discussions, non pas sur la base de ce que le pays veut, mais sur la base des accords de principe qui avaient été conclus lors des discussions difficiles en Biélorussie et en Turquie, et aussi de la réalité sur le terrain telle qu'elle est aujourd'hui. Nous y sommes prêts. Avec qui mener des discussions? Ça, c'est une question, effectivement, qui n'est pas négligeable. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, nous nous rendons bien compte
que la légitimité du président en exercice a expiré. Je pense qu'un des objectifs de la conférence qui est annoncée en Suisse consiste justement à ce que la communauté occidentale qui sponsorise le régime de Kiev confirme la légitimité du président actuel. Mais ces opérations de com n'ont aucune signification pour des documents juridiques. Bien sûr, nous aurons besoin, le cas échéant, le moment venu, si les discussions sont reprises, et non pas au moyen d'ultimatum, mais d'accords reposant sur le bon sens, et si on en vient, à ce moment-là, il faudra voir avec qui nous voulons avoir affaire pour juridiquement entériner de tels documents. Et à ce moment-là, nous devrons être absolument certains que nous avons affaire à des autorités qui sont légitimes. La réponse à cette question doit être apportée par l'Ukraine elle-même. Avant tout, je pense de la Cour constitutionnelle, le Parlement et peut-être d'autres organes de pouvoir. Autant que je sache, il faut regarder ce qui est écrit dans la Constitution ukrainienne. Quels organes de pouvoir ont le droit d'être prolongés selon la Constitution, sans élection, sans procédure électorale, et qui n'a pas le droit de compter là-dessus et d'avoir des droits dans ce sens. Cela doit se faire sur la base d'une analyse juridique. C'est une question qui se pose au système politique et juridique de l'Ukraine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Vladimir Poutine en ce qui concerne l'expiration du mandat du président Zelensky. Ici, il ne peut pas y avoir de reconnaissance directe. Il faut qu'il y ait une démocratie qui doit s'exercer. On nous reproche souvent d'être des dictateurs ou je ne sais pas quoi. Là, voilà la démocratie. Le Conseil constitutionnel en Ukraine ne peut rien dire, rien définir. Et donc, il s'agit ici, comme l'a dit Vladimir Poutine, on ne voit pas comment ça peut avancer. En ce qui concerne la guerre et la paix, c'est la question la plus importante, comme l'a dit Vladimir Poutine. En tout cas, ni le président actuel, ni un autre ne peut résoudre ces questions qui se posent aujourd'hui devant l'État de l'Ukraine, devant le peuple ukrainien. Ces questions, ce n'est pas un président qui décide. Vous savez qui va décider. C'est outre-Atlantique, tout a déjà été décidé et le président russe vient juste de le dire. C'est lorsque cette personne est venue à Kiev et a donné l'ordre de rayer les accords qui avaient été conclus et de rejeter un papier qui avait été paraphé déjà. Par conséquent, j'analyse en profondeur ces problèmes et la question des pouvoirs qui sont délégués, qui sont détenus. Aujourd'hui, ces discussions sont vaines autour de ça. En ce qui concerne les forces réelles de l'Ukraine, vous connaissez très bien l'Ukraine, et avant l'opération militaire spéciale, et telle qu'elle est aujourd'hui, ces forces sont largement suffisantes, elles ont leurs héros, et les forces, il y a des forces que nous soutenons, il y a des forces que nous ne soutenons pas. Encore une fois, là-bas, il y a la démocratie. Parmi les civils comme parmi les militaires, il y a ceux qui veulent diriger le pays et le mettre sur la voie de la guerre.
Ces gens-là sont suffisamment nombreux. Mais la situation évolue telle qu'elle est aujourd'hui et je pense que beaucoup de choses vont se décider cette année. On verra, on n'est pas privé, on n'est pas pressé, on ne se cache pas, on va continuer à travailler ensemble. Merci. Dernière question pour Rochatoudé. Monsieur Poutine, bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander, selon vous, comment le décès du président iranien peut évoluer sur la coopération avec l'Iran, d'une manière générale et en matière militaire aussi? On voit une tendance aujourd'hui au niveau des grands dirigeants qui ne sont pas d'accord avec l'Occident. On a vu récemment le Premier ministre de Géorgie a dit qu'il avait été menacé par un commissaire européen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est une nouvelle politique occidentale? Je ne peux pas commenter ce que dit un commissaire européen. Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est un tel scandale qu'on ne peut pas... c'est tout simplement... malheureusement, sans responsabilité des fonctionnaires en question, eh bien, on ne peut pas, dans ce domaine, on ne peut rien dire. Et bien entendu, cela n'appelle que le regret. Et commenter ce voyage, je ne peux pas. Mais pour ce qui est de la politique extérieure de l'Iran, c'est à l'Iran de décider, c'est un État souverain, c'est une puissance régionale importante et à mon humble avis, après cette stratégie, eh bien, nous allons assister à des changements. Mais je pense que les fondamentaux de l'État iranien demeureront stables, solides et fermes. Et nos relations sont ce qu'elles sont avec les dirigeants iraniens et le peuple iranien. Et de ce côté-là, il n'y a pas de changement possible. Mais bien sûr, je compte sur le fait je compte sur la continuité de la politique iranienne et de notre collaboration sur les problèmes internationaux clés. S'agissant en deux mots de la perte de notre cher ami, M. Raïssi, je pense que le président de la Fédération de Russie me soutient à ce sujet. Nous continuerons d'avoir un dialogue sincère et ouvert et travailleront à la protection et au bien de nos propres peuples. Donc le pays, l'Iran, se réussira à savoir ce qui se passait et bien sûr la position des Nations Unies est tout à fait inacceptable et tout à fait notamment s'agissant des sanctions. Les États-Unis n'avaient pas le droit de prendre des sanctions contre les navires, les hélicoptères ou les avions. Et ils ont pris des sanctions contre nous, contre la Russie, contre mon propre avion. Et ici, ils ont fait des sanctions. Vous pensez que c'est normal? Vous vendez un avion, avec donc une durée de vie de 40 ou 50 ans et on impose des sanctions contre cela. Donc ils ont interdit
Ils ont interdit les entreprises de donner donc les pièces, etc. Donc, et là, ils sont coupables et ils se disent croyants. Mais ils doivent savoir, si tel est le cas, que dans le monde, on ne se conduit pas comme ça. Et je pense que nous devons mettre fin au monde unipolaire parce que cela ne convient à personne. Ils ont volé de l'argent. La Russie, peut-être ça ne leur convient pas, mais ils ont arrêté des gens, ils ont pris des marchandises, ils ont pris des chars, etc. Et ces gens-là se disent croyants. Et donc, ils sont coupables du fait que, pour ce qui est de l'hélicoptère, eh bien peut-être que cela, peut-être qu'ils ne sont pas directement impliqués, mais en tout cas, ils sont coupables du fait qu'ils devaient maintenir et entretenir cet hélicoptère. Donc, je crois que les autres ont volé dans 2 hélicoptères russes et les hélicoptères russes sont arrivés sans encombre. Dans le même corridor et sans problème. Merci.